Les images n'ont jamais été effacées. Elles sont restées dans un coffre-fort sous Moscou pendant 48 ans, sur bande magnétique, analogique, se dégradant lentement dans un entrepôt contrôlé, classées confidentielles selon des protocoles qui ont survécu à l'Union soviétique elle-même, étiquetées avec une mention qui pouvait se traduire approximativement par « consultation interdite en attendant un examen de sécurité de l'État ». Cet examen n'a jamais eu lieu, jusqu'au 7 octobre 2025. Agence spatiale fédérale russe, Roscosmos, un archiviste junior traitant les demandes de déclassification pour les missions historiques. Programme Venera, les atterrisseurs sur Vénus. La plupart des données avaient été rendues publiques il y a plusieurs décennies. Photos de la surface, mesures de température, composition atmosphérique, matériel scientifique standard. Bon pour les manuels scolaires, bon pour la fierté. Mais un fichier ne pouvait être validé. Venera 13, atterri le 1er mars 1982, a survécu 127 minutes à la surface, a transmis des images en couleur, a enregistré des sons, a analysé le sol. Un triomphe de l'ingénierie soviétique. Toutes les données sont publiques, sauf 23 minutes. L'archiviste l'a signalé. Il a demandé à ses supérieurs. On lui a dit de laisser tomber. Il a demandé à nouveau. On lui a répondu plus fermement. À la troisième demande, des hommes en costume sont arrivés. Ils ont retiré la bande. Ils lui ont dit d'oublier qu'il avait vu le numéro du dossier. Il n'a pas oublié. Il en a parlé à un ami. L'ami en a parlé à un journaliste. Le journaliste a déposé une demande d'accès à l'information en vertu des nouvelles lois sur la transparence. La demande a été rejetée. Puis elle a fait l'objet d'un appel. Puis elle a été renvoyée à une instance supérieure. Puis, d'une manière ou d'une autre, elle a été approuvée. Le 3 novembre 2025, la bande a été rendue publique. Pas au grand public, à un comité d'examen scientifique à huis clos. 12 experts, des scientifiques planétaires, des ingénieurs qui avaient travaillé sur les missions Venera, un représentant de l'armée, un représentant des services de sécurité de l'État, portes verrouillées, téléphones confisqués, accord de confidentialité signé avec du sang, sinon avec de l'encre. Ils ont visionné la vidéo une fois. La moitié du comité a exigé qu'elle soit immédiatement scellée à nouveau. L'autre moitié a exigé qu'elle soit étudiée. 3 membres ont quitté la salle et ont refusé de faire le moindre commentaire. La bande a été divulguée 4 jours plus tard. Basse résolution, compressée, filigranée, publiée sur un forum de partage de fichiers obscurs utilisé par des passionnés d'aérospatiale russe. Sans contexte, sans explication. Juste 23 minutes de vidéo granuleuse intitulée Venera 13 Final Transmission Segment, dernier segment de transmission de Venera 13. Elle s'est d'abord répandue lentement, puis plus rapidement, traduite, analysée, retéléchargée. En une semaine, des millions de personnes l'avaient vue. Ce qu'ils voyaient n'avait aucun sens. Venera 13 s'est posé dans la région de Phoebe Reggio, hémisphère oriental, plaine basse, plate, stérile, des rochers et de la poussière cuits sous une atmosphère suffisamment dense pour écraser des sous-marins. Une température de 470 degrés Celsius, une pression de 92 bars, des conditions incompatibles avec tout ce que les humains comprennent comme structure ou vie. Les 100 premières minutes de transmission correspondaient aux attentes. Des images panoramiques, un ciel brun, des rochers oranges, un horizon lisse, les composants de l'atterrisseur visibles dans le cadre, le cache de l'objectif éjecté, la barre d'étalonnage des couleurs, normal. Puis, à 104 minutes et 12 secondes, la caméra a effectué un panoramique vers la gauche, balayage standard, automatisé, capture de toutes les données environnementales. L'image a pivoté, poussière, roche, brume, puis autre chose. Une forme, verticale, géométrique, lointaine, à environ 800 mètres de l'atterrisseur, à peine visible à travers l'atmosphère épaisse, mais bien là. L'exposition automatique s'est ajustée, le contraste s'est amélioré, la forme s'est précisée. C'était une tour, base étroite, s'élargissant vers le sommet, côté lisse, pas d'érosion, pas d'altération, se dressant seul sur un terrain plat, hauteur estimée à 40 mètres, proportion incorrecte pour toute formation naturelle, trop droite, trop symétrique. Le tournage s'est poursuivi pendant 6 minutes supplémentaires. La tour est restée dans le cadre, immobile, solide. Puis la caméra s'est éloignée, a poursuivi son balayage programmé, est revenue à la documentation normale de la surface. Au bout de 117 minutes, la transmission se dégrada. Statique, contrainte thermique. L'atterrisseur était en train de mourir. Ses composants lâchaient sous l'effet de la chaleur et de la pression incessante. Au bout de 119 minutes, la caméra eut un problème technique. L'image se figea, puis reprit.
Elle était désormais orientée dans une direction différente. Ce n'était pas la séquence programmée, comme si quelque chose l'avait déplacée, ou comme si l'atterrisseur lui-même avait bougé. La vue montrait à nouveau la tour, plus proche, beaucoup plus près. À seulement 300 mètres maintenant, l'atterrisseur n'avait pas bougé. Ses journaux de position avaient été enregistrés. Il était resté exactement là où il avait atterri. La tour avait bougé, ou semblait plus proche, ou l'atmosphère avait déformé l'image, ou quelque chose d'autre s'était produit qui violait les lois fondamentales de la physique. Pendant 4 minutes, la caméra était restée fixée sur la tour. Le zoom optique s'est activé. Ce n'était pas programmé, ce n'était pas dans le plan de mission. Quelqu'un ou quelque chose contrôlait la caméra, la focalisait. Des détails apparurent. La surface de la tour n'était pas lisse. Elle était recouverte de panneaux, des segments rectangulaires, un motif régulier, des joints visibles même à travers la distorsion atmosphérique. Construction, ingénierie, conception, près de la base, une ouverture, sombre, rectangulaire, une porte, ou un évent, ou un port d'accès. Les images ne montraient aucun mouvement, aucune lumière, aucune activité, juste la structure, debout, existant là où elle ne devrait pas être. Au bout de 123 minutes, le son changea. Venera 13 était équipée de microphones. Elle enregistra le vent, le premier son jamais capté sur une autre planète. Un grondement grave, constant. L'atmosphère dense transmettait le bruit différemment de la Terre. Tout semblait étouffé, lointain. Mais au bout de 123 minutes, un nouveau son apparut. Un son à haute fréquence, pulsé, à intervalles réguliers, 4,2 secondes entre chaque impulsion. Le même intervalle qu'Europa utilisait. Le même rythme que 3i/Atlas avait transmis. Le même schéma que celui trouvé dans toutes les anomalies découvertes dans le système solaire au cours des 3 dernières années. Ce n'était pas le vent. Ce n'était pas un bruit mécanique provenant de l'atterrisseur. C'était externe, directionnel, provenant de la tour. Le son a continué pendant 2 minutes, puis s'est arrêté. Au bout de 125 minutes, l'image de la caméra est devenue noire. Ce n'était pas du bruit statique, ce n'était pas une panne, c'était une coupure nette, comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Le son a continué. Des sons qui ne devraient pas exister sur Vénus. Des grattements, métalliques, rythmiques, comme des pas sur de la pierre, comme quelque chose qui marche, lentement, délibérément, se rapprochant. Le sismomètre de l'atterrisseur a enregistré des vibrations, faibles, régulières, correspondant au son, des ondes de compression à travers la roche vénusienne, quelque chose de lourd, se déplaçant vers l'atterrisseur. Au bout de 126 minutes, une ombre est tombée sur le capteur de lumière de l'atterrisseur. Quelque chose est passé entre lui et le soleil, ou ce qu'il restait de la faible lumière solaire qui pénétrait à travers la couche nuageuse de Vénus. L'ombre a persisté. Elle s'est déplacée. Elle a changé de position. Au bout de 127 minutes, la vidéo reprit. Ce n'était pas le paysage, ce n'était pas la tour. Une surface, proche, remplissant le cadre. Une texture visible, métallique, réfléchissante. Des panneaux et des joints. Pas de roches, pas de géologie naturelle. Quelque chose se tenait au-dessus de l'atterrisseur, le regardant d'en haut. La caméra ne pouvait pas s'incliner vers le haut. Elle était fixée, mais la surface bougeait, se déplaçait, comme si cette chose s'accroupissait plus bas, inspectant. Pendant 11 secondes, la surface est restée dans le cadre. Puis elle s'est retirée. La vue s'est dégagée. Le ciel est revenu, brumeux, orange. La tour avait disparu. Le paysage était vide. Au bout de 128 minutes, toutes les transmissions ont cessé. Venera 13 était morte. Chaleur, pression, épuisement des batteries. Cause officielle de la fin de la mission. Mais les images racontaient une autre histoire. Le comité qui a examiné la bande a rédigé 2 rapports. La version publique indiquait que les images montraient une distorsion de l'objectif et une corruption des données causées par des conditions environnementales extrêmes. La tour était un artefact. Les sons étaient dus à une défaillance mécanique. L'ombre était une interférence atmosphérique. Rien d'anormal ne s'était produit. La version classifiée disait autre chose. Elle notait que les dimensions de la tour correspondaient à des structures détectées par le radar orbital dans d'autres régions de Vénus. Des structures considérées comme des formations volcaniques, mais peut-être mal identifiées. Il indiquait que l'impulsion audio de 4,2 secondes ne correspondait à aucun mécanisme connu sur l'atterrisseur et correspondait à des modèles désormais reconnus dans plusieurs endroits du système solaire. Il indiquait que la surface métallique en gros plan ressemblait à des matériaux détectés sur 3i/Atlas, des compositions d'alliage incompatibles avec les processus naturels. Il concluait que Venera 13 avait peut-être rencontré un objet non naturel, origine inconnue,
Objectif inconnu. Statut actuel inconnu. Recommandation. Ne pas rendre public. Ne pas poursuivre les investigations tant que davantage de données ne sont pas disponibles. Le risque de panique publique l'emporte sur la valeur scientifique. Ce rapport était daté du 8 novembre 2025. Il a été ignoré parce que la fuite avait déjà eu lieu et parce que 3 semaines après la diffusion des images, quelque chose d'autre s'est produit. Mission Veritas de la NASA. Orbiteur vénusien. Cartographe radar. Lancement prévu en 2028. Conception finalisée. Début de la construction. Le 24 novembre, les paramètres de la mission ont été discrètement modifiés. Les régions cibles ont été mises à jour. De nouvelles zones prioritaires ont été ajoutées. Phoebe Reggio est passé au premier rang des zones à étudier. Le site d'atterrissage exact de Venera 13. Aucun communiqué de presse n'a expliqué pourquoi. En interne, ce changement a été justifié par la optimisation de la couverture géologique. À l'extérieur, les analystes qui suivaient la planification de la mission l'ont immédiatement remarqué. Veritas était réaffecté pour photographier la tour, ou l'endroit où se trouvait la tour, ou l'endroit où elle pourrait encore se trouver. La Chine a annoncé sa propre mission sur Vénus, Tianwen-3, mission d'atterrissage, prévue pour 2029, site cible classé secret. Mais les experts en télémétrie qui ont suivi l'annonce ont calculé les fenêtres de lancement et la mécanique orbitale. La trajectoire indiquait l'hémisphère oriental, les plaines basses, Phoebe Reggio. 2 nations, 2 missions, toutes deux visant le même endroit, toutes deux lancées dans les mois qui ont suivi la fuite des images de Venera. Toutes deux niant officiellement tout lien. La course était lancée, non pas pour explorer Vénus, pour atteindre la tour, pour confirmer, pour revendiquer, pour contrôler. Pendant ce temps, des chercheurs indépendants ont commencé à passer au crible les anciennes données de Venera. Chaque mission, chaque atterrissage, 13 sondes au total, 7 atterrissages réussis à la surface, des heures d'images, des décennies de données archivées, des schémas se sont dégagés. Venera 9, 1975. Transmission pendant 53 minutes. Les 30 dernières secondes ont montré une anomalie verticale lointaine avant la perte du signal, considérée comme un artefact de compression. Venera 10, même année, site différent. Une image contenait une ombre géométrique incompatible avec le terrain environnant. Classé, oublié. Venera 14, 1981. L'enregistrement audio contenait une brève impulsion à haute fréquence à la fin de la mission, attribuée à une défaillance de l'équipement. Chaque mission, chaque atterrissage, de petites anomalies, noyées dans le bruit, ignorées, considérées comme sans importance, jusqu'à ce que quelqu'un cherche une tendance. Alors, cela est devenu évident. Vénus n'était pas vide, il y avait quelque chose, depuis des décennies, peut-être plus. Et cela avait observé toutes les sondes que nous avions envoyées, les avait étudiées, les avait approchées, les avait examinées, tout comme nous avions examiné Mars, tout comme nous avions envoyé des rovers pour cataloguer les roches. Ils avaient envoyé ce qu'ils étaient pour cataloguer nos machines. Les implications étaient stupéfiantes. Si des structures existaient sur Vénus, si quelque chose les avait construites, si ce quelque chose fonctionnait toujours sous une atmosphère qui faisait fondre le plomb et broyer l'acier, alors les hypothèses sur les endroits où la vie pouvait exister étaient fausses, ou bien les choses sur Vénus n'étaient pas vivantes, pas biologiques. Des machines, comme 3i/Atlas, comme la grille dans le nuage d'Oort, comme les fragments en orbite autour de Jupiter. Vénus était un autre nœud, un autre avant-poste, une autre pièce d'un réseau que nous commencions seulement à entrevoir. Un réseau qui s'étendait sur tout notre système solaire, qui existait bien avant que les humains ne lèvent les yeux, qui attendait dans des endroits que nous pensions hostiles, vides, morts. Mais ils n'étaient pas morts, ils étaient occupés. Et nous venions de diffuser à l'univers que nous connaissions, en publiant les images de Venera, en réorientant les missions, en nous précipitant pour atteindre la tour. Nous avons annoncé notre prise de conscience. Et quelque part sous le ciel écrasant de Vénus, dans une chaleur qui vaporisait le métal, parmi des pressions qui aplatissaient les montagnes, quelque chose a reçu cette annonce et a décidé quoi faire de cette espèce curieuse qui continuait à envoyer des machines fragiles dans des endroits où elles n'avaient pas leur place. Le 1er décembre 2025, les données orbitales de Magellan ont été extraites des archives profondes. Le vaisseau spatial avait cartographié Vénus au début des années 1990. Radar à ouverture synthétique,
percer la couche nuageuse, imagerie de 98% de la surface, résolution jusqu'à 100 mètres. Les données étaient publiques depuis des décennies, utilisées pour des articles de géologie, des manuels de sciences planétaires, rien de controversé, jusqu'à ce que quelqu'un applique de nouveaux filtres, algorithmes d'apprentissage automatique, entraînés à reconnaître les structures artificielles. Les mêmes outils utilisés pour trouver des sites archéologiques sur Terre à partir d'images satellites, adaptés à Vénus, appliqués aux cartes radar Magellan vieilles de 30 ans. Les résultats sont revenus en 4 heures. 643 anomalies ont été signalées. La plupart étaient des faux positifs, des dômes volcaniques, des canaux de lave, des formations naturelles qui avaient des bords droits ou des angles droits. Une coïncidence, de la pareidolie. L'algorithme voyait des motifs qui n'existaient pas, mais 37 anomalies ne pouvaient être expliquées. Des formes géométriques, des cercles parfaits, des lignes droites s'étendant sur des centaines de kilomètres, des motifs en grille, tous situés dans des régions sans activité tectonique pouvant expliquer une telle régularité. Et chacun d'entre eux émettait une signature thermique légèrement plus élevée que le terrain environnant, 2 à 5 degrés de plus, de manière constante sur les 37 sites, des systèmes actifs, ou la chaleur résiduelle de quelque chose qui fonctionne encore sous la surface. L'analyse a été publiée sur un serveur de prépublication ouvert, sans examen par les pairs, sans soutien institutionnel, juste des données brutes et des coordonnées. L'article était intitulé « Preuve de structure non naturelle sur Vénus à partir de l'analyse du radar à synthèse d'ouverture Magellan ». Il est resté en ligne pendant 6 jours avant d'être retiré. L'éditeur a invoqué une violation des conditions d'utilisation. L'auteur a invoqué la censure. Des copies se sont quand même répandues. Les agences spatiales sont restées silencieuses. La NASA a refusé de commenter. Roscosmos a refusé de commenter. L'ESA a publié une déclaration neutre sur la nécessité d'une évaluation rigoureuse par les pairs avant de tirer des conclusions. La Chine n'a rien dit. Derrière des portes closes, la vérification a commencé. Tous les pays dotés de capacités spatiales et de radars les ont réaffectés. Système terrestre, plateforme orbitale, tout ce qui pouvait pénétrer l'atmosphère de Vénus et obtenir des images des coordonnées signalées, indépendamment, discrètement. Ils l'ont tous confirmé. Les structures étaient réelles. Le 19 décembre 2025, une session d'urgence a été convoquée. Non publique, non officielle. Des représentants de 14 nations, des agents de liaison des services de renseignement, le commandement spatial militaire, les dirigeants des agences spatiales civiles, tous soumis à une clause de confidentialité. La question posée était simple. Que faire? Plusieurs scénarios ont été présentés. Option 1, supposer que les structures sont anciennes, abandonnées, les vestiges d'une civilisation disparue depuis longtemps ou d'un réseau de sondes automatisées qui a cessé de fonctionner il y a des millénaires. Aucune menace, de la pure archéologie. Option 2, supposer qu'elles sont actives mais non hostiles, système de surveillance, infrastructure d'observation. Elles n'ont pas attaqué, elles n'ont pas interféré, les traiter comme neutres jusqu'à preuve du contraire. Option 3, supposer qu'elles font partie d'un réseau plus vaste, connecté à 3E/Atlas, au réseau du nuage d'Oort, aux fragments autour de Jupiter, aux nœuds en orbite terrestre, un système coordonné aux intentions inconnues, menaces potentielles, se préparer en conséquence. Le consensus s'est effondré selon les lignes nationales. Les services de renseignement occidentaux ont privilégié l'option 3. Ils ont plaidé en faveur d'une posture défensive, d'une militarisation accrue de l'espace, d'une préparation au conflit. La Russie s'est penchée vers l'option 2. Elle souhaitait tenter une communication, une approche diplomatique, éviter l'escalade. La Chine n'a rien dit pendant la session, mais le suivi par satellite a montré qu'elle avait déjà lancé 2 charges utiles classifiées, les trajectoires pointées vers Vénus. Transit rapide. Arrivé dans 6 mois, ils n'attendirent pas le consensus. Ils partaient. Janvier 2026, le site d'atterrissage de Venera 13 a de nouveau été photographié, cette fois-ci par un radar au sol, le successeur d'Arecibo, un réseau chinois amélioré, un système bistatique européen, tous concentrés sur Phoebe Regio, les coordonnées où la tour avait été vue. La résolution était mauvaise, Vénus est loin, l'atmosphère est dense, mais les systèmes étaient sensibles. Ils ont trouvé quelque chose, une anomalie réfléchissante, petite, verticale, exactement là où Venera 13 avait transmis ses dernières images. Le retour radar correspondait à du métal, pas à de la roche, pas à une surface naturelle. La tour était toujours là, ou quelque chose était là. 43 ans après avoir été photographiée, toujours debout, toujours présente. L'analyse dimensionnelle suggérait qu'elle n'avait pas bougé. Même hauteur, même position.
inchangé malgré des températures de surface qui auraient dû déformer n'importe quel matériau connu après des décennies d'exposition. Quel que soit le matériau utilisé pour sa construction, il dépassait les capacités de l'ingénierie humaine actuelle. Les données ont été immédiatement classées confidentielles, mais les analystes parlent, les rumeurs se propagent. Les communautés en ligne consacrées aux images de Venera ont comparé leurs notes. Des amateurs ayant accès aux radars universitaires ont effectué leurs propres scans, à plus faible résolution. Mais confirmateur, la tour est devenue un secret de polichinelle. Tout le monde dans la communauté aérospatiale était au courant. Personne au sein du gouvernement ne l'a admis. Le 9 février 2026, 3i/Atlas a terminé son survol du système solaire interne, il a dépassé Mars, il repart vers l'extérieur. Mission accomplie, du moins en apparence. Mais l'analyse de la trajectoire a révélé quelque chose d'étrange. La comète ne partait pas sur une orbite hyperbolique. Elle ne retournait pas dans l'espace interstellaire. Sa trajectoire était courbe, elliptique, liée au système solaire. Destination, Vénus. Arrivée, août 2027. Approche la plus proche, 400 000 km. Trop proche pour être une coïncidence. Le visiteur interstellaire qui avait déclenché le réveil d'Europe, qui avait déployé des fragments autour de Jupiter, qui avait attiré l'attention sur le réseau caché à travers le système solaire, se dirigeait directement vers Vénus, vers les tours, vers tout ce qui attendait sous l'atmosphère écrasante. Le schéma était indéniable. 3i/Atlas n'était pas un visiteur aléatoire, c'était un courrier, un messager, voyageant entre les nœuds, activant les systèmes, livrant des instructions. Il venait du réseau du nuage d'Oort. Il avait dépassé la Terre, interagi avec Mars, déployé des ressources sur Jupiter, déclenché la réponse d'Europe. Et maintenant, il retournait vers Vénus, bouclant la boucle, achevant un circuit dans lequel nous nous trouvions sans le savoir depuis le début. Mars 2026. La session classifiée reprit. Renseignements mis à jour, évaluation des menaces révisées, nouvelles données provenant de Vénus, confirmation de la trajectoire pour 3i/Atlas. Et une autre information qui a tout changé. L'audio de Venera 13 a été analysé à nouveau. L'impulsion à haute fréquence, l'intervalle de 4,2 secondes, traitement avancé du signal, réduction du bruit, décomposition spectrale. L'impulsion contenait une structure, des harmoniques, des modèles de modulation. Ce n'était pas aléatoire, ce n'était pas un bruit mécanique. Des informations, des données compressées, codées dans des fréquences audio que les ingénieurs soviétiques d'origine n'avaient pas su décoder. Mais les algorithmes modernes le pouvaient. Une reconstruction partielle a permis de récupérer 11% de la transmission. Ce n'était pas du langage, c'était de la télémétrie, des données de position, des codes d'état, des diagnostics systèmes. La tour avait transmis des données opérationnelles. Elle rendait compte à quelque chose. Elle confirmait son fonctionnement. Elle accusait réception des commandes. La tour n'était pas une relique. Elle était active, connectée, sous contrôle. Et elle signalait notre présence depuis 43 ans. Chaque sonde Venera, chaque atterrissage, chaque image, chaque mesure, enregistrée, transmise, analysée. Quelque part dans le réseau, l'exploration de Vénus par l'humanité avait été documentée, étudiée, évaluée. Et maintenant, 3i/Atlas revenait. Avec quoi? Des ordres, des mises à niveau, des renforts, ou quelque chose de pire. Avril 2026. La mission Veritas a été accélérée. Le lancement a été avancé. 14 mois plus tôt, des raccourcis ont été pris. Les tests ont été compressés. Le risque a été accepté. La NASA a officiellement invoqué l'optimisation du budget. Officieusement, ils voulaient surveiller Vénus avant l'arrivée de 3i/Atlas. Ils avaient besoin de voir ce que faisaient les tours lorsque la comète passait. Il fallait comprendre le réseau avant qu'il ne soit trop tard. Il fallait savoir si Vénus était une plateforme d'armement, une station de recherche ou quelque chose que les humains ne pouvaient se décrire. La mission chinoise Tianwen-3 a également été accélérée. Même calendrier, même raisonnement. Les deux missions sont désormais prévues pour juin 2026. Toutes deux visent Phoebe Regio. Toutes deux arriveront plusieurs mois avant 3i/Atlas. La course n'était plus un secret, elle était existentielle. Mais 2026. L'observation au sol a détecté des changements thermiques sur Vénus. Sur plusieurs sites, les 37 anomalies signalées précédemment, toutes montraient des augmentations de température, faibles, de 1 à 3 degrés, mais simultanées, coordonnées. Les structures se réchauffaient, s'activaient.
se préparait à quelque chose. Les moniteurs de composition atmosphérique ont détecté des changements subtils. Des gaz à l'état de trace se déplaçaient. Les ratios changeaient. Rien de radical, mais mesurable, comme si quelque chose sous la surface s'échappait, ou traitait, ou respirait. Le calendrier se resserrait. Ce qui allait se passer sur Vénus commençait. Pas en août, lorsque 3 Ice / Atlas est arrivé. Maintenant, Veritas et Tianwen. 3 étaient encore à des semaines du lancement. Trop lent. D'autres options ont été envisagées. Sonde d'urgence, charge utile minimale, trajectoire rapide. Arrivée dans 3 mois. Juste des caméras et un radar. Mission aller simple. Atterrissage forcé. Transmettre ce que vous pouvez avant la destruction. Budget autorisé. Mission approuvée. Lancement le 28 mai. Pas de nom attribué. Juste une désignation. Venue Emergency Reconnaissance A7. Vera. Elable a été lancé comme prévu. Petite fusée. Vaisseau spatial dépouillé. Électronique renforcée. Caméra conçue pour survivre brièvement dans les conditions vénusiennes. Trajectoire. Interception directe. Pas d'insertion orbitale. Descente en ligne droite. Cible. Site d'atterrissage de Venera 13. La Tour. 15 juin 2026. Vera est entrée dans l'atmosphère vénusienne. Télémétrie transmise en temps réel. Pas de retard, pas de stockage, diffusion immédiate. Si la sonde mourait, les données survivraient. La descente a été brutale. Chauffage, décélération, turbulence. Le vaisseau spatial n'était pas conçu pour un atterrissage en douceur, juste pour survivre assez longtemps pour voir. Altitude 30 km, caméras activées, imagerie à travers les nuages, trouble, brun, épais. Altitude 20 km, température en hausse, pression en augmentation, structure grinçante, altitude 10 km, couche nuageuse dégagée, surface visible, brun, orange, plat, altitude 5 km, les détails du terrain apparaissent, rochers, poussière, altitude 2 km. La tour était visible, pas seulement une, 7, toutes à moins de 10 km du site de Venera 13, disposées en cercle, toutes identiques, lisses, revêtues de panneaux, 40 mètres de haut. Elle n'était plus inactive, elle brillait. Une faible lumière bleue émanait des joints, pulsante, synchronisée. Intervalle de 4,2 secondes. Le même rythme, toujours le même rythme. Altitude, 1 km. Les caméras de Vera ont zoomé. Résolution maximale. La base de chaque tour s'était ouverte. Des ouvertures, des évents, des points d'accès. Quelque chose émergeait. Des formes, petites, peut-être 2 mètres de haut. Quadrupèdes, métalliques, se déplaçant lentement dans l'atmosphère dense, sortant des tours en rampant, des dizaines, des machines, pas des sondes, pas des atterrisseurs, des unités autonomes, but inconnu, conception extraterrestre. Elles se dispersèrent, méthodiquement, explorant, ou patrouillant, ou se préparant. Vera continua sa descente, altitude 500 mètres. Les machines remarquèrent sa présence. Toutes s'arrêtèrent, se retournèrent, se tournèrent vers la sonde en descente. Altitude 200 mètres, une machine leva un appendice, pointa. Altitude 100 mètres, flash lumineux, décharge d'énergie, arme à faisceau ou laser ou autre chose. L'image de la caméra de Vera se déforma, statique, puis s'éclaircit. Altitude 50 mètres, impact imminent. La dernière image transmise montrait le sol qui se rapprochait rapidement, et dans le coin de l'image, une tour, proche, trop proche. La porte à sa base était grande ouverte. À l'intérieur, visible pendant une demi-seconde, une structure, des chambres, des niveaux, descendant profondément sous terre. La tour n'était pas une tour, c'était une entrée, vers quelque chose d'immense, sous Vénus, sous la chaleur, sous la pression, un réseau, une installation, une ville, construite par des choses qui ne craignaient pas les 470 degrés et les 92 atmosphères, parce qu'elles n'étaient pas organiques. Elles avaient été conçues pour cela, pour Vénus, pour l'enfer, et elles avaient toujours été là, nous regardant essayer de survivre à la surface pendant quelques minutes, alors qu'elles prospéraient en dessous depuis des millénaires. Vera a transmis pendant 9 secondes après l'impact, uniquement l'audio. La vidéo a été détruite. Le son était indubitable. Des machines, des mouvements, des grattements, des grincements. Quelque chose traînait les débris, les emportait à l'intérieur. Puis le silence. Les contrôleurs de mission fixèrent les écrans vides. Personne ne parla pendant 4 minutes. Finalement, un analyste rompit le silence. Ils attendaient. Quoi ? Que nous nous approchions suffisamment pour les prendre. 2 semaines plus tard, Veritas fut lancé, tout comme Tianwen 3. Tous deux se dirigeaient vers une planète qui n'était plus seulement un monde mort. Elle était occupée, fortifiée,
Et dans 2 mois, 3i/Atlas arriverait, connectant tout ce qui se trouvait sous Vénus au réseau couvrant notre système solaire. Et l'humanité comprendrait enfin, nous n'étions pas des explorateurs, nous étions des intrus sur une planète qui avait des propriétaires.